Bonjour à tous, donc nous sommes rassemblés aujourd'hui sur le forum Made in Job avec la table ronde sur le sujet du big data, de la business intelligence et des data science. Et cet atelier est particulièrement intéressant pour vous aujourd'hui parce qu'on va traiter à la fois des aspects techniques mais également de toutes les opportunités de carrière qui s'offrent à vous. Donc sur cet atelier que je vais co-animer avec Jocelyn Maire, nous avons la chance d'accueillir 4 experts que sont donc Eric Gavotti, le cofondateur de DigDash, Émilie, par la droite, Émilie Devin-Marie, qui est la directrice des opérations Grand Sud-Est de Nodia Group. Ensuite, nous avons Gilles Cros, IT Business Manager de la CMA-CGM, et Patrick Baldi, qui est le DSI du CEA de Cadarache. Donc, pour ma part, je suis Sophie Agulon, la directrice de Qualibri Event, qui est une agence d'événementiel. Et Jocelyn, je vais te laisser te présenter aussi avant de passer la parole à nos experts. Oui, non, rapidement, moi j'ai longtemps dirigé une structure que vous connaissez peut-être qui s'appelle la Cité des Métiers et une autre structure qui s'appelle la Maison de l'Emploi. Elle, si vous ne la connaissez pas, elle a un stand quelque part. Mais ça, c'est mon ancienne vie et je suis en train de réfléchir à monter des business dans des choses qui concernent aussi, non pas le big data, j'en suis pas là, mais en tout cas le numérique. Voilà. Je te repasse la parole ? Allez. Alors, je vous propose peut-être de ne pas forcément démarrer par les femmes, pardon Émilie. On aura de la valeur autrement qu'en démarrant. Et peut-être de passer la parole à Patrick Baldi, parce qu'on se rend compte que le big data, qui va nous présenter un petit peu ce qu'il fait et le cadre dans lequel il intervient aujourd'hui. Mais avant même de parler de traitement, il y a un sujet qui est très intéressant, c'est aussi la validation des données et ce traitement amont des données et de vérification de leur valeur. Patrick ? Oui, alors je voulais juste dire, il y a un côté marketing dans le côté big data qui est assez récent, puisque pour avoir fait ma thèse il y a 25 ans dans le domaine de ce qu'on appelait à l'époque le data mining, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a un petit peu changé le nom et on a donné un côté un peu jeune en disant maintenant on fait du big data. Comme avant on faisait de la sécurité informatique, et maintenant on fait de la cybersécurité. Je vous laisse... Donc tout ça pour dire que les algorithmes liés au big data ne sont pas des algorithmes très nouveaux, ils ont été largement peaufinés, mais ça date des années 60, l'intelligence artificielle, etc. Il y a tout un tas d'algorithmes qui ont été développés et des méthodes statistiques qui ont été développées à cette époque-là. Par contre, le vrai changement, à mon sens, qui a eu lieu, c'est le fait d'avoir des ordinateurs de plus en plus puissants qui permettent de traiter une masse d'informations beaucoup plus importante. Et au-delà des algorithmes qui sont... nous, au CEA, on a pas mal de programmes de recherche en particulier pour la DGA et dans le domaine de l'informatique industrielle, de traitement de données industrielles à grande échelle pour déterminer quelles sont les déviations par rapport à un comportement normal dans un procédé, pour voir s'il n'y a pas une cyberattaque, entre autres, qui est faite sur les procédés et les installations nucléaires. Et on se rend compte que le vrai savoir-faire au jour d'aujourd'hui, plus que l'utilisation de l'algorithme, c'est la définition des données en données d'entrée, pour savoir, parce que l'informatique a ça de particulier, c'est que vous pouvez rentrer des données fausses dans un algorithme, il vous trouvera toujours quelque chose d'intelligent à dire. Et donc on se rend compte que le vrai savoir-faire d'un data scientist au jour d'aujourd'hui, c'est de bien choisir ses données, de bien regarder si elles sont représentatives de ce qu'il cherche à montrer, et éventuellement de faire tourner un algorithme qui va potentiellement lui faire chercher d'autres données à rentrer dans le système. Donc il y a un vrai savoir-faire là-dessus, et je pense qu'il y a un côté marketing dans le big data, moi, qui souvent me déplaît pas, mais enfin, disons, ça fait partie du jeu. Et il faudrait un peu démystifier ça, parce qu'on a vraiment besoin de compétences d'analyse de la donnée au départ. C'est là où ça pêche. Gilles, est-ce que vous avez cette problématique aussi au sein de la CMA-CGM ? Alors il est vrai, moi je rejoins sur l'aspect un peu marketing. Moi je suis un vieux de la vieille de la BI, donc je connais tout ça. Par contre, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'on a de la puissance, on a de plus en plus de données aussi. Donc nous, à la CMA-CGM, on est une entreprise de transport maritime, on est présent partout dans le monde, on a des données en temps réel venant des bateaux sur toute la planète, on a des clients partout, on a des concurrents partout, et donc on se doit d'amener de la valeur. Et donc aujourd'hui, à la CMA-CGM, nous avons monté une entité dédiée au digital, dans laquelle on a une problématique, une équipe dédiée aussi à la data. Donc cette équipe a pour but de valoriser nos données. Donc valoriser les données, c'est deux choses. Mais déjà les données, donc alors, le big data, le data lake, faites tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui on connaît bien nos données
et on veut récupérer d'autres données de la concurrence, des données de marché, des données, mais par exemple dans le maritime, on traite aussi des données sur la météo pour améliorer la performance des navires. On a aussi des données très intéressantes, on a les données sur le positionnement des navires, à tout instant sur la planète, en fait c'est réglementaire. Les données AIS permettent de savoir où sont tous les navires, donc ça permet de réaliser tout un tas de choses, savoir à quelle vitesse vont nos navires pour réguler la consommation de pétrole, par exemple, ce genre de choses très pointues. Ça, c'est la partie donc, data. Et effectivement, je suis rentré déjà dans la valorisation tout de suite, j'en ai parlé, optimiser la consommation. Des problématiques de logistique aussi très importantes. C'est ma CGM, on transporte des containers, ils partent de Chine, ils vont en Europe, aux États-Unis. Ils partent pleins, ils sont vides. Donc il faut vite les ramener quelque part pour les remplir. Donc voilà, des flux à gérer. Et donc aujourd'hui, on travaille sur, on va dire, 3 volets. La data, j'en ai parlé. Le predictive analytics, on essaie de prédire. Donc là, c'est aussi un vieux fantasme de l'informatique, la simulation. Mais là, on fait vraiment du prédictif. On a des algorithmes qui donnent de bonnes prédictions. Par exemple, j'ai parlé des containers. Savoir que dans quelques semaines, on aura besoin de tant de containers à tel endroit de la planète. Vous donnez une information importante. Et la question qui vient après, donc au-delà du predictive analytics, c'est l'optimisation. C'est-à-dire, vous savez prédire l'avenir. Une fois qu'on a dit ça à notre business, ils nous disent comment je fais pour gagner à tous les coups. D'accord ? Donc là, on rentre dans le monde de l'optimisation. Le premier monde, c'est des data scientists plutôt orientés, déjà des gens qui connaissent la data, les bases de données, qui sont débrouillards avec ça, qui ont des compétences mathématiques, qui savent manipuler des outils comme Python, R, enfin voilà la boîte à outils classique. Sur la partie on veut gagner à tous les coups, on est dans l'optimisation. Alors là, on rentre dans un monde un peu plus scientifique, de la recherche opérationnelle. Voilà, des outils comme Ciplex, Gurobi. Voilà. Et évidemment, un volet BI, puisque on s'est rendu compte d'une chose. Alors, BI, éventuellement, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est Business Intelligence. Oui, la Business Intelligence, bon, pareil. Donc, ou plus particulièrement la data visualisation, comment on rend compte de ces résultats. Parce qu'en fait, on travaille sur ces sujets-là depuis des années de manière très scientifique. Quand j'en parle au métier, ils nous prennent pour des fous, ils nous disent les algorithmes et machin, mais qu'est-ce que c'est, on ne comprend rien. Et puis si on fait un joli tableau de bord avec une carte de la planète, des diagrammes de flux des bateaux, ah ouais tiens ça sert à ça, et là tout à coup la donnée prend de la valeur. Voilà. Merci. Émilie, est-ce que vous pourriez déjà nous dire qui est Nodia Group, ce que vous faites, et puis quelles sont un peu les problématiques de vos clients également? Alors, juste pour quelques mots sur Nodia Group. Nodia Group accompagne des clients qui ont les problématiques qui ont été exposées précédemment. Nous, on intervient en tant que technicien, c'est-à-dire qu'on accompagne avec nos compétences techniques sur la mise en place d'outils, de solutions, d'architecture qui vont permettre justement le traitement de ces données-là, l'acquisition de ces données et la valorisation business surtout de ces systèmes et de ces données. Voilà. Il est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'il y a d'important sur la partie Big Data et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, et ça a été très bien souligné, c'est la dimension métier. Certes, on va intervenir sur des problématiques techniques, d'architecture, etc. Mais ce qui est le plus important quand on fait ce métier-là de data scientist ou de consultant business intelligence, de data ingénieur, c'est la problématique métier. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est quand même de faire gagner de l'argent aux entreprises, d'en économiser, d'être plus performants. Et ces systèmes-là, on a la capacité seulement si, en amont, les business cases, les use cases sont identifiés, sont travaillés. L'idéal, c'est de pouvoir les identifier en amont et pas forcément après, même si on fait parfois des belles découvertes. Mais voilà, c'est tout l'intérêt du métier. Et quand on a un profil technique, il ne faut surtout pas négliger la partie métier et de s'approprier cette partie métier pour comprendre ce qu'on fait. D'accord, merci. Patrick, Eric, il fallait que j'en fasse au moins une, pardon. Eric Gavotti, donc cofondateur de DigDash, est-ce que vous partagez ce que vient de dire Émilie ou est-ce que vous avez une activité un petit peu différente que vous voudriez nous présenter pour qu'on comprenne mieux le Big Data, comment ça Alors agit chez vous? nous, on est un peu particulier parce qu'à la fois on travaille avec des clients, nous on est éditeur de logiciels, c'est-à-dire que nous on crée un outil qui est utilisé par des clients et qui est intégré par des spécialistes de l'intégration. Le CEA par exemple utilise nos outils, donc c'est un logiciel qui permet de créer des tableaux de bord dans un contexte, c'est-à-dire on récupère les données qui proviennent parfois de data lake, parfois qui sont dans l'entreprise et qui existent.
on récupère les données pour permettre une visualisation adéquate pour les gens des métiers. Donc je dirais que de plus en plus, donc on est basé à Mereuil, on est une start-up, c'est un projet qui arrive des États-Unis et qui a été créé dans la région PACA. Et on est des anciens d'une société qui est assez connue en France, qui s'appelle Business Object et qui a été rachetée par SAP. Pour la petite histoire, il y a quelque chose qui est assez rigolo, c'est que parfois nous on a des clients bien sûr qui évoluent vers le domaine du big data, on est bien sûr impliqué dans toutes ces nouvelles technologies qui évoluent tous les jours. Et je dirais qu'il y a parfois des clients qui nous appellent en disant moi j'ai un projet big data, j'ai un fichier Excel avec 120 000 lignes et donc j'ai un projet big data. Donc je rejoins tout à fait l'aspect marketing de la chose et le côté le mot buzz autour du big data. Ce que je veux souligner, c'est que... Qu'est-ce qui caractérise le big, selon vous, alors? Non, la notion de big, c'est surtout que aujourd'hui, on est sur des nouvelles technologies, on est sur une évolution on est sur des approches dans le monde du cloud, on est sur des technologies qui sont en train de bouger, qui sont en train d'évoluer. On se rapproche, on a les possibilités technologiques pour récupérer des milliards de lignes de données, là où avant c'était complètement impossible, donc on ne se posait même pas la question. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous on est confrontés, on travaille sur des projets sur lesquels le client nous dit, voilà, moi j'ai des données que je veux globaliser dans un espèce d'entrepôt géant dans lequel il y a des milliards de lignes de données, et je veux que tous les métiers puissent accéder à leurs données en temps réel et puissent voir de manière complètement autonome tout ce qu'ils ont envie de voir au quotidien et surtout en temps réel. Donc le challenge est important pour les directions informatiques et de plus en plus on s'aperçoit aussi que le big data c'est aussi un dialogue permanent de plus en plus important entre l'informatique, les métiers, l'infrastructure, le cloud, etc. Donc toutes ces technologies qui évoluent tous les jours font que je pense que pour des gens qui aujourd'hui sont en train de faire de l'informatique, au contraire, c'est quelque chose de passionnant parce qu'on est à la fois avec des choses qui sont très anciennes et je rejoins parfaitement ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir que les algorithmes sont les mêmes, les technologies sont parfois les mêmes, etc. Mais je sais aussi qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer, toutes les technologies Hadoop, toutes les technologies dans ce monde du big data font qu'il y a des choses qui sont en train d'être découvertes ou qui sont en train d'être et qui vont devenir le standard de demain. Et donc à ce titre, nous aujourd'hui, lorsqu'on cherche des ingénieurs en développement, etc., parfois on prend des juniors, parfois on prend des gens un peu plus expérimentés, mais surtout c'est aussi, je pense, un challenge pour les gens qui cherchent du travail aujourd'hui, de se dire je veux aller vers quelque chose d'innovant et je veux aller vers quelque chose qui va me permettre d'évoluer dans le temps. Voilà. Alors, après cette première intervention de chacun de vous quatre, chacun et chacune de vous quatre, Émilie, moi, juste une rapide analyse. Est-ce que je me plante si je dis qu'aujourd'hui, Big Data, d'après ce que vous avez dit, marketing, etc., donc quelque part, est-ce que c'est pas un peu galvaudé peut-être? Ou est-ce que c'est pas un produit juste pour faire jouer dans une vitrine? Est-ce que derrière, en fait, on parle pas tout simplement de data? Parce que finalement, l'informatique a toujours traité de données. Je fais exprès, hein, je dis exprès. Peut-être que je dis des bêtises, je fais un peu exprès. Et est-ce que du coup, quand on est dans une position de recherche d'opportunités, de recherche d'orientation, comme vraisemblablement les visages que nous avons en face de nous, c'est bien ça qu'il y a derrière, ça veut dire quoi? Je suis intéressé par la donnée, mais je ne vais pas forcément trouver des offres d'emploi où il y a marqué Big Data quelque chose. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Comment est-ce qu'on peut éclairer par rapport à ces opportunités malgré tout? Ce que tu disais tout à l'heure aussi en off, c'est que beaucoup de boîtes traitent du sujet Big Data, mais pour autant, il n'y a pas de service dédié, il n'y a pas toujours un service dédié au Big Data, il n'y a pas forcément un patron de la Big Data. Excusez-moi, j'ai fait une synthèse très longue, mais est-ce que j'ai dit des bêtises ou pas dans tout ça? C'est en train de... Quand même, il y a des responsables Big Data et ce sont souvent des gens qui viennent de la BI, qui ont déjà quand même des fonctions très importantes et qui connaissent très bien la donnée. Ce que je veux dire, c'est que c'est des choses qui sont en mutation et aujourd'hui, il y a des challenges qui sont liés à la technologie. Je cite l'exemple j'ai lu un article hier, un Boeing 787 génère par vol 15 gigaoctets de données. D'accord ? Pour traiter 100 heures de vol avec les technologies du passé, il fallait 200 heures de traitement. Donc c'est plus possible. Donc obligatoirement, de plus en plus, on est à la fois avec les technologies de l'IoT, les technologies dans certains métiers du e-commerce, les technologies du web, etc. On récupère des foultitudes de données qu'on n'avait pas auparavant.
et qu'on souhaite analyser pour mieux prédire, pour mieux analyser, et les données météo ou dans un avion, si on entend du bruit, ce sont des données complètement non structurées. De dire il y a du bruit, oui, mais c'est complètement non structuré. Donc on mêle à la fois le structuré, le non structuré et des nouvelles technologies qui arrivent, et tout ça, ça fait des foultitudes de données qu'il faut traiter le plus rapidement possible. Alors moi j'aimerais peut-être que Patrick en profite pour revenir un petit peu sur ce mot de BI qu'on a englobé dans le big data, mais qui est quand même très différent dans ses enjeux et dans ses traitements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Alors expliquer, je ne sais pas, tout le moins donner mon avis. Après, ce que ça donne. Parce que si on parle de big data et de BI, c'est bien que c'est pas la même chose, sinon on aurait le même. Donc moi mon interprétation, c'est que BI c'est plutôt lié à la représentation des données, et Digdash est un bon outil justement, en plus PACA, donc il faut le souligner, et je confirme utilisé par le CEA, pour aider les métiers à représenter la donnée. En particulier les services financiers, les gens qui ont traité des données. Donc avec ce type d'outils, on est capable très rapidement de faire des représentations croisées, de dire je prends telle data, je prends telle autre, je voudrais faire une représentation en bâton, enfin en courbe, etc. Et c'est hyper convivial, et très rapidement les personnes ont la capacité à faire parler la donnée quelque part, en regardant s'il y a des corrélations ou autres. Et puis il y a des approches plus algorithmiques qui là vont traiter les données de manière globale, en essayant de trouver du sens et de la corrélation entre les données sans forcément mettre une a priori là-dessus. Et souvent, les algorithmes de Big Data sont utilisés pour faire de la classification. Alors je vais vous prendre un exemple peut-être plus concret qu'on a utilisé depuis au début où on a lancé nos programmes d'analyse de données et de Big Data. C'était pour les chercheurs du CEA, une problématique, c'était d'analyser les publications scientifiques. Donc quand vous tapez réacteur de recherche neutronique, peu importe, vous avez globalement 20 000 publications scientifiques dans le monde qui parlent de ça. Parce que déjà, le fait que vous tapiez que ces 3 mots-clés, c'est pas assez discriminant, et donc vous avez énormément de réponses. Un peu comme dans Google, quand vous tapez un seul mot-clé, vous allez avoir tout un tas de réponses. Donc il est nécessaire d'avoir des algorithmes qui puissent récupérer le résultat de votre requête, d'analyser le contenu de cette information et dire, tiens, dans le résultat, il y a une partie des publications qui parlent de ça, une partie des publications qui parlent de ça, etc., pour donner du sens et avoir une espèce de grille de lecture. Dans le cas des publications scientifiques, la question qui se posait, c'est qu'est-ce qu'on veut retirer comme information? Vous aviez une matrice, pour ça rentrer dans des détails techniques, mais enfin, globalement, une énorme matrice de 20 000 lignes qui correspondait aux publications, et on va dire qu'en colonne, on avait mis uniquement les auteurs de ces publications. Donc il y avait peut-être 50 000 colonnes pour 20 000. On a fait tourner des algorithmes qui consistaient uniquement à permuter les lignes et les colonnes. Vous voyez que cette matrice, finalement, c'est une matrice où il y a beaucoup de zéros et quelques 1 qui se trouvent, puisque à l'intersection, c'est telle publication, il y a tel auteur qui est dans cette publication, etc. Donc on fait tourner les algorithmes qui, au final, arrivent à faire des blocs plus dense, où on regroupe toutes les publications qui regroupent tous les auteurs. Donc comme ça, on voit apparaître très rapidement quelles sont les collaborations qu'il y a entre les équipes de recherche. Puisque si certaines publications sont faites avec 3 ou 4 auteurs, si c'est 3 ou 4 auteurs, il y en a 2 de ces 3 ou 4 auteurs qui ont publié avec 2 autres, etc. On voit qu'on arrive à regrouper des équipes de recherche. Donc l'intérêt de ces algorithmes, c'était uniquement, sans lire aucune publication, d'avoir une visibilité des chercheurs et des équipes de recherche. Si vous faites la même chose, vous enlevez les auteurs, vous mettez les mots-clés qui sont dans les publications, vous allez, par le système de permutation de lignes et de colonnes, regrouper des publications finalement qui ont les mêmes mots-clés. Donc du coup, vous allez regrouper les thématiques, les sous-thématiques de recherche par rapport à votre interrogation initiale. Bon, c'est un exemple peut-être un peu basique, mais ça montre bien que ces algorithmes-là, ils sont soumis à 2 problématiques. C'est les 20 000 ou les 30 000 publications que vous avez récupérées qui sont issues de votre requête initiale. Si vous avez fait une mauvaise requête dans Google, par exemple, si vous n'avez pas mis voiture mais que vous avez mis bicyclette, derrière, vous ne pourrez pas trouver des informations sur les voitures. Enfin, c'est un peu le... Et l'autre biais de ces algorithmes-là, c'est pas des classifications a priori, c'est-à-dire je ne peux pas dire je vais classer tout le monde ici en disant plus de 1,70 m, moins de 1,70 m, les blonds, les bruns, les yeux bleus, ou là je fais une classification a priori et je prends les données et j'essaie de les rentrer. Les algorithmes de Big Data, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on prend toute la population
statistique que l'on veut regarder, on applique des algorithmes et là, ils vont nous dire, ben, dans cette population-là, finalement, l'algorithme que je mets en place, ben, il y a des blonds, des bruns et des petits et des grands. Ou peut-être vous êtes tous de la même taille, par exemple, donc il n'y a pas une classification qui va se faire là-dessus. Donc on voit bien que la nature de l'échantillon, elle est déjà représentative de ce qu'on va en tirer. Et les algorithmes de Big Data sont capables de faire ça, c'est-à-dire de trouver du sens à partir de la donnée. Et du coup, si je rajoute une autre population, en plus de celle-là, mettons, le même algorithme que je vais faire tourner va donner des résultats différents, parce que c'est très lié à la data. Intéressant, ça permet de ne pas avoir des a priori en amont d'analyse de données. C'est pour ça d'ailleurs que les data scientists, ils sont toujours là, parce que les données se modifient à chaque fois, et donc il faut rajouter du sens aux données que l'on intègre. Sinon, on mettrait qu'un algorithme, et une fois que l'algorithme tourne, on ne changerait plus rien. Bon, alors ça, merci beaucoup. Ça nécessite d'avoir un cerveau aussi un petit peu orienté sur ce type de choses-là et de prise de recul. Émilie Devin-Méry, ce qui m'intéressait aussi dans votre profil, on va vous donner un micro, c'est qu'avant d'être baigné dans le Big Data et dans le BI, vous venez justement de RH. Donc, oui. Ce qui m'intéresserait, c'est que vous partagez aussi avec nous les opportunités voilà, notre public. Sur voilà, quel type de profil vous recherchez, quel type de qualité, parce qu'on n'a pas aujourd'hui d'école du Big Data ou d'école du BI. On commence à avoir des formations hein, quand même pas encore orientées data science, des masters et des écoles d'ingénieurs. Quels sont les profils qui vous interpellent? Comment vous cherchez vos pépites? Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans les métiers du Big Data, voire de l'intelligence artificielle, c'est que alors on a sur les projets besoin de tout un tas de compétences différentes. Aujourd'hui, quand on réalise la mise en place d'une architecture Big Data et quand on travaille sur la partie justement algorithmique et data science, on a énormément de compétences à mettre en œuvre sur un tel projet. Et pareil pour l'intelligence artificielle. On va avoir besoin de personnes qui vont plutôt être infrastructures, donc des gens qui vont être capables de maîtriser des architectures Microsoft par exemple ou autres, avec des problématiques là très très techniques où on est vraiment sur des profils architectes infrastructures. On va avoir besoin de développeurs. Aujourd'hui, le data scientist, il ne réalise pas tous les développements, il va travailler sur la partie algorithmique, mais tout le développement applicatif lié à l'architecture Big Data, là on va plutôt être sur des développements, des ingénieurs d'études et développement qui vont pouvoir travailler sur cette partie-là, qui vont pouvoir manipuler des outils aussi qui vont permettre de traiter l'information, la donnée, au travers des ETL spécialisés en Big Data, des outils vraiment adaptés. Aujourd'hui, il n'y a pas de profil type. Quand on fait du Big Data. On peut très bien venir de la BI, on peut très bien venir du monde de l'infrastructure, du développement, avoir un profil de data scientist, mais un data scientist aujourd'hui c'est quoi? Moi dans mes équipes, j'ai un docteur en nanophysique des particules, par exemple, qui a évolué vers le métier de data scientist parce que dans son métier, il a dans son métier de chercheur précédemment, d'ailleurs je crois qu'il a travaillé avec le CEA. Non, c'est Mathieu Vigourou. Bon, alors, vous voyez, il se pique les talents. Ah, ouais. Il a travaillé avec le CNRS, etc. Et puis un jour, il a eu envie de rejoindre le monde de l'entreprise et puis de toucher à des sujets peut-être plus à dimension industrielle ou économique. Voilà. Et donc, dans le cadre de son métier, il a fait beaucoup de mathématiques, beaucoup de développement informatique. Il est devenu data scientist. Aujourd'hui, j'ai des consultants BI qui deviennent consultants Big Data. J'ai des développeurs Java qui font du Python et qui vont faire du R bientôt. Et voilà. Aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter en se disant mince, j'ai fait un master MIAGE, voilà, et je voudrais faire voilà. Aujourd'hui, tout est possible. Vous avez la capacité. Il y a des entreprises aussi qui sont là pour vous former. Il y a des tas de MOOC que vous pouvez suivre. Hein. Je vous encourage vivement à vous inscrire sur des MOOC. Il y a de très très bonnes formations. Donc aujourd'hui, quand on fait du Big Data ou de la BI, on recherche des gens qui sont curieux, qui vont avoir envie d'apprendre, qui ne vont pas rester cantonnés, qui ont une vraie ouverture d'esprit. Ça, c'est très très important. Merci. Gilles Cros de la CMA-CGM, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quels sont les profils qui composent votre équipe et justement quels sont encore
les manques que vous auriez et des appels peut-être auprès de notre auditoire qui vous écoute aujourd'hui? Alors, dans l'équipe, on a déjà des gens issus du SI de l'entreprise qui connaissent nos données. Donc, ils connaissent les données. Techniquement, c'est beaucoup un monde Oracle. Aujourd'hui, on est dans le monde SAP. Voilà, le monde des bases de données évolue très rapidement. Et sur ce volet technique données, aujourd'hui, les expertises qui sont rares sur le marché, vous avez parlé tout à l'heure de Hadoop, HDFS. Effectivement, aujourd'hui, des gens très pointus sur les distributions Hadoop de type Hortonworks ou Cloudera sont très très rares à trouver. Des gens, je parle de gens très spécialisés. Donc, pour les gens qui se lancent aujourd'hui dans les opérations, dans les Ops ou le DevOps, qui cherchent quelque chose ou se spécialiser, ça peut être une bonne idée. Après, aujourd'hui, on s'enrichit effectivement de profils data scientist. Donc là, on part quand même sur le mouton à 5 têtes. Hein, on ne sait plus. En fait, il faut être très vigilant où on place le curseur en fait. Est-ce qu'on veut quelqu'un spécialisé dans la donnée, donc plutôt le profil d'avant, ou dans l'algorithmie. Donc là, on va avoir des profils de gens qui connaissent aussi les statistiques, mathématiques. Donc aujourd'hui, il y a des formations qui proposent ça, de devenir data scientist sur ces aspects-là, tout en utilisant ces outils. Par exemple, sur l'aspect dev, puisque vous en avez parlé, les outils de développement, c'est pas pour rien aujourd'hui, il y a des études qui sortent qui montrent que le Python est le langage qui explose le plus en termes d'usage, présent et futur. Et c'est largement dû à ces problématiques-là. Donc j'allais dire aujourd'hui, pour faire la data science, c'est assez ouvert. D'ailleurs, on voit beaucoup de startups qui se montent avec quelqu'un qui est un doctorant ou une grosse tête issue du MIT ou je sais pas quoi, qui part tenter l'aventure avec quelques stagiaires. Et effectivement, on dit oui, c'est compliqué, il faut de la machine, Aujourd'hui, on parle de big data, on parle aussi de big compute. C'est pas compliqué, vous allez sur Amazon, vous pouvez lancer des choses. Donc c'est pas compliqué de démarrer, c'est plus compliqué de faire quelque chose d'industriel. Donc nous, on est une entreprise industrielle. Ces outils-là, c'est pas de la rigolade, c'est des outils qui apportent de la différence, qui apportent de la valeur. Donc voilà, après, on rentre dans le monde de l'IT, où par contre, effectivement, il y a une exigence en termes de qualité de programmation, de qualité de code, de performance. Voilà, donc ça c'est important, quoi. D'accord, merci. Alors on entend parler de moutons à 5 têtes, hein, c'est ça, et on n'a plus besoin de pattes. Des pattes. Ah, j'ai cru entendre des têtes, j'ai cru que vous aviez un joli... C'est une particularité du big data, il faut plus de têtes que de pattes. Voilà. C'est ce qui me semblait avoir entendu, j'ai mal traduit. Vous avez compris. Donc moi ça m'intéressait cette image de mouton à 5 têtes, mais tant pis, je l'aurais écrit toute seule sur un malentendu. De Python aussi, et vous, quelles sont vos bêtes rares, Rick Gavotti de Digdash? Alors nous, on développe un outil, donc on a besoin bien sûr de développeurs et qui développent aujourd'hui en Java, mais demain qui aussi on souhaite qu'ils aient des connaissances en Python, en R, etc. Puisque bien sûr notre outil évolue vers des notions de prédictif, etc. qui sont liées aux algorithmes qui ont été cités précédemment. On cherche aussi des consultants. Donc des consultants, c'est quoi? Ce sont des gens qui vont faire la promotion de l'outil ou aussi l'installer chez les clients ou former les clients ou transférer la compétence. Ça sont souvent des gens qui ont des orientations métiers. Par exemple, on a un consultant chez nous qui a fait Sciences Po parce qu'il est très spécialiste pour les collectivités territoriales, par exemple. Mais il ne faut pas oublier aussi que dans le big data, il y a aussi toute cette notion d'algorithmie, de langage, etc. Mais d'avoir des connaissances en infrastructure, on parlait tout à l'heure des gens qui viennent de l'infrastructure, du réseau, etc. C'est important parce que ne faut pas oublier quand même que l'origine du big data vient quand même de nos amis Facebook, Google et consorts, qui eux ont des gros problématiques d'infrastructure, comme vous pouvez l'imaginer. Et finalement, dans nos entreprises, même si on travaille de plus en plus dans le cloud au travers d'Amazon, Microsoft Azure, Google, etc., il faut comprendre un petit peu comment optimiser finalement ces gros flux de données qui transitent un petit peu par tous les tuyaux. Voilà. Merci. Alors je vais vous proposer peut-être, vous êtes aussi là pour les entendre, mais aussi là pour leur poser des questions. Est-ce que certains d'entre vous aimeraient justement profiter de leur disponibilité pour éclaircir un point ou poser une question un petit peu plus, un peu plus pointue que nous n'aurions pas encore abordée? Sachant qu'évidemment, c'est la première question qui est la plus difficile. Ah.
salue notre courageux. Si. J'aurais voulu vous poser une question, parce qu'au niveau de la big data, on a tout cet aspect technique qui intervient, au niveau aussi que ce soit donc de la programmation, etc. Mais on ne parle pas vraiment de l'aspect juridique qui enveloppe tout ça. Est-ce qu'il y en a vraiment un aspect juridique où on a besoin de personnes compétentes là-dessus? Et est-ce qu'on engage des personnes qui sont uniquement compétentes sur cet aspect juridique, ou est-ce que vous demandez aux personnes qui sont garantes des projets d'avoir une double compétence juridique et technique? Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Gilles? Alors, dans l'équipe, à proprement parler, il n'y a pas de juriste, il y a un service juridique dans l'entreprise, mais vous avez raison de noter que la problématique entre guillemets, juridique est importante, réglementaire, sur l'aspect de la propriété des données, par exemple. Donc aujourd'hui, vous travaillez sur des données, les données d'entreprise, on peut considérer qu'on est propriétaire, mais quand vous exploitez des données externes, la question se pose très très vite. Et quand vous allez confier des données à un tiers, parce que vous allez trouver une société qui vous propose des algorithmes pour vous, là, ça devient encore plus dur. Après, se pose effectivement en France, par exemple, la priorité sur le respect des personnes, de la vie privée. Donc là, voilà, effectivement, et là, pour le coup, il faut être toujours très vigilant à cet aspect des choses. Nous, par exemple, on n'est pas juriste, hein, il n'y a pas de juriste dans l'équipe. Par contre, on est toujours vigilant à vérifier ce genre d'usage avec notre service juridique. En fait. Juste, peut-être que tu fais du droit, et donc je pense qu'il y a un vrai avenir pour finalement, même dans le droit, je pense que il y a une évolution vers ce genre de métier, c'est-à-dire de pouvoir intervenir en entreprise avec cette approche, au même titre qu'à l'époque, il y a toujours des problématiques dans l'open source, etc., pour des aspects juridiques. Je pense que dans le big data, incluant le cloud, etc., il y a beaucoup de sujets qui sont susceptibles d'être intéressants. Oui, juste pour les compétences que l'on recherche, alors je pense que le juridique, ça peut être pris à part parce que c'est une capacité particulière. Et puis c'est surtout dans le choix des données de la data que le juridique va dire ça vous pouvez pas. Il y a la RGDP en ce moment dont on parle beaucoup, là, la réglementation générale des données publiques. Il y a la CNIL, etc. On est déjà pas mal habitué là-dessus. Et je prends peut-être un exemple qui est pas récent, mais qui concerne la partie cybersécurité, parce que c'est un peu ce qui m'intéresse aussi. C'est tout ce qui est log et analyse des logs. Tout ce qui est consultation d'un PC qui se connecte sur Internet, etc., dans une entreprise, tout ce qui est serveur, etc., on log à peu près tout. Pour donner une idée, au CEA, on a à peu près 150 gigaoctets de logs par jour que l'on traite. Et ça, c'est traité par des outils qu'on appelle des SIEM, des systèmes d'information qui permettent de faire des corrélations de logs, etc., pour déterminer s'il y a des attaques, etc. Donc c'est des énormes volumes, puisque 150 gigaoctets par jour, et on les garde pendant 1 an pour faire du forensique éventuellement. Donc ça, c'est stocké dans des bases de données. Alors les bases de données maintenant ne sont plus relationnelles, c'est des bases de données non relationnelles. Donc là, on a un glissement de compétences. On ne cherche pas forcément des gens qui sont spécialistes SQL Server ou Oracle, mais plutôt des gens qui travaillent sur de la Hadoop, sur de NoSQL, etc. Donc ça, c'est déjà une première compétence. Et puis on cherche on cherche aussi des gens qui sont capables de préformater la donnée. Pour plusieurs raisons. Un, pour la rendre intelligible, la normaliser, etc. Et aussi pour la réduire à ce qui est le plus important, parce que pour les outils d'analyse de log, souvent c'est facturé à la donnée analysée. Donc si vous avez 150 gigaoctets de log, c'est bien, mais si vous pouvez avoir le même résultat avec 50 gigaoctets, votre licence, elle est divisée par 3 en termes de royalties. Et là, nous, on utilise des outils qui s'appellent Splunk, par exemple, donc qui sont des outils d'analyse de log américains, entre autres, mais qui traitent des gigaoctets de données où vous faites une requête, vous appuyez à peine sur le bouton, vous avez le résultat. Donc c'est très performant, mais la performance, ça se paye en termes de licence. Donc du coup, le fait d'avoir des gens qui soient capables de bien choisir la bonne donnée qui soit pertinente, de bien la réduire pour qu'elle ne soit pas trop grosse, etc., pour après être nourrie, ça c'est important. Et l'autre point aussi sur la partie plutôt data scientist, c'est la capacité à utiliser des programmes qui existent déjà. Je prends le cas de Google. Google a publié ses algorithmes de machine learning. Notamment, il y en a un AGL qui est Torch, l'environnement Torch. C'est totalement disponible. Vous pouvez l'installer. Et nous, on travaille avec ça tous les jours et c'est super performant.
Et tout est documenté, il n'y a pas de souci. Alors, ce n'est pas la dernière version de Torch, parce que celle-là, Google se la garde. Mais même avec celle qui est mise en ligne, vous pouvez faire déjà des choses pas mal. Et la capacité à traiter ces éléments-là, de préparer les données et d'arriver à avoir quelque chose d'intelligible, ça, c'est un vrai savoir-faire. Très bien, merci. Est-ce que vous avez une autre question pour nos experts? Oui. Bonjour, niveau cybersécurité, est-ce que le big data crée un nouveau besoin en termes de sécurité des données ou on reste sur ce qui est déjà mis en place auparavant? Je pense que la notion de cybersécurité, elle arrive essentiellement dans, enfin nous on en est indirectement impacté par les contrats, mais bien sûr il y a des attaques je pense que c'est essentiellement lié aussi aux approches cloud privé ou cloud public qui peuvent générer des failles, etc. Mais là, c'est peut-être plus aux utilisateurs finaux de répondre. Il y a quand même eu la big data maintenant est utilisée pour, notamment dans les systèmes industriels, pour récupérer des informations, puisqu'on a des tas de capteurs, etc., qui montrent qu'en gros un système évolue d'une certaine manière, et on est capable de le modéliser, d'en faire une empreinte. Quelque part, c'est un peu ça le principe. Grâce au big data, on va dire, ben voilà, avec tel et tel paramètre ou telle et telle variable que l'on surveille avec des algorithmes de big data, on est capable de dire on a un comportement dit nominal. Voilà, c'est un peu ça. Puisqu'en fait, c'est ce qui permet d'ailleurs de faire du prédictif avec le big data, parce que quand on connaît bien, qu'on a bien modélisé un système, c'est assez facile en disant si cette variable elle est modifiée de temps, on sait que la relation qu'entretient cette variable avec celle-là, elle est linéaire par exemple, donc on va pouvoir dire qu'avec un pourcentage de réussite de je ne sais pas combien, que potentiellement il faut livrer des containers à l'endroit parce que depuis 10 ans on se rend compte que tel ou tel truc apparaît. Donc ça c'est au niveau de procédé industriel, on a ça, le nominal. Et du coup le problème que l'on a, c'est quand on met en place des algorithmes de big data pour apprendre, parce que dans le big data et dans le machine learning, il y a deux phases. Il y a l'apprentissage et la détection. Et la partie apprentissage, elle demande beaucoup de temps de calcul, de brasser énormément de données pour arriver à avoir des modèles finalement. Et à déterminer des modèles qui serviront pour différents métiers. Et puis après, dans la partie cybersécurité, on se met en mode détection une fois qu'on a fait l'apprentissage du modèle. Et en gros, on essaie de détecter ce qui est différent par rapport au mode nominal. Et on va dire, ce qui va arriver très rapidement, c'est la mort des antivirus, par exemple. Vous savez que les antivirus, ça fonctionne avec des listes. Donc en gros, des listes, on sait qu'il y a tel marqueur d'un virus, on le reconnaît dans le PC, donc à ce moment on dit tiens, vous avez tel virus. Sauf qu'aujourd'hui les virus sont polymorphes, etc. Donc on n'a pas de marqueur maintenant forcément identifié. Donc même les éditeurs d'antivirus sont en train de mettre en place des algorithmes type machine learning pour dire le comportement de la machine il est comme ça, et là on a quelque chose qui n'est pas normal. Donc potentiellement vous avez un virus. Parce que c'est très difficile maintenant d'avoir une liste, ou alors la liste elle est tellement grande que votre ordinateur, il passe plus de temps à faire tourner l'antivirus qu'à faire tourner Word ou Excel maintenant. Enfin, je caricature, mais franchement à peine. Donc on voit bien que par rapport aux impacts du machine learning dans la cybersécurité, ça en est un où il y a des projets de recherche là-dessus assez fouillés. Merci. Est-ce qu'on aurait une dernière question avant de clôturer cette table ronde? Le mot dernière réveille. Bonjour. Donc, par rapport aux métiers qui gravitent autour du big data, on a parlé d'architectes, de développeurs. Vous avez également parlé de besoin d'avoir des données pertinentes en entrée et de comprendre les besoins métiers quand on développe les logiciels autour de ça. Est-ce que vous avez des ressources dédiées pour travailler sur ces spécifications finalement des logiciels qui sont développés? Des ressources, pardon? Des ressources dédiées pour faire ce travail de spécification? Oui, enfin, on a une équipe de développeurs qui développe tous les jours et les spécifications, en fait, on les fait en écoutant beaucoup nos clients. Donc la connaissance métier, elle vient souvent aussi de l'usage. On a par exemple chez DigDash un club utilisateur où on fait venir tous nos gros clients une fois par an et on leur montre notre roadmap. Et c'est là où ils nous disent non, nous on veut aller dans cette direction, on veut aller dans cette direction. Et à ce moment-là, on intègre dans notre plan de développement finalement des spécifications qui viennent essentiellement de nos clients. C'est-à-dire que nous, on a notre vision qui est liée essentiellement à une vision technologique, une vision moyen terme et long terme.
Et nos clients ont des besoins et ont des spécifications que nous, parfois, on ignore, hein, parce qu'on n'est pas censé connaître toutes les problématiques de tous nos clients. Et c'est comme ça, finalement, qu'on adapte nos outils aux besoins du client. Pour compléter peut-être, après, on va avoir besoin de personnes quand on intervient. Alors nous sommes une société de services, donc on intervient parfois en amont des projets. Donc soit le client a déjà très bien cadré son projet et dans ces cas-là, cette partie-là, il l'a déjà faite et on intervient plutôt sur la partie technique. Soit on accompagne aussi le client à exprimer son besoin, à le cadrer, à le mettre sur le papier. Et dans ces cas-là, on intervient sur des phases d'audit, d'analyse, de préconisation, où là, on va rentrer d'abord dans l'usage, dans la partie métier. Et donc, effectivement, on va dresser des préconisations qui donneront lieu par la suite, quand on va approfondir le sujet avec le client, à la rédaction de cahiers des charges ou de spécifications. Voilà. Après, ça peut prendre différentes formes, mais là, effectivement, en termes de profil, et c'est ce qui vous intéresse, ce qui est d'important, c'est d'avoir cette capacité d'analyse. Voilà. Avec quand même un certain bagage technique pour être pertinent aussi dans les préconisations qu'on va pouvoir faire aux clients. Je voudrais juste compléter là, sur les pratiques de data science. On est souvent sur des modes de travail plus agiles que ce qu'on procède à côté. On sort du cycle en V. Un projet Big Data, avant d'être un projet, c'est souvent une idée. Quelque part, quelqu'un a une idée dans l'entreprise, c'est souvent quelqu'un du métier ou pourquoi pas de l'IT. Cette idée, on l'étudie, on se dit, bah, tiens, ça serait intéressant, là on fait une petite étude. Donc là, il y a des parties études, effectivement, on se dit, bah, est-ce que ça a un sens, est-ce que ça peut rapporter quelque chose? Et là, après, on se lance dans un POC. Et ces POC, c'est souvent de vraies aventures, parce qu'on part avec une idée, on part avec une équipe métier, effectivement, le data scientist face au métier qui interagit avec eux. Les gens ont une idée, il y a les données d'un côté, entre l'idée et les données, ben, souvent on se rend compte que finalement les données elles disent pas la même chose que l'idée des gens, en fait. Ou soit parce qu'elles sont de mauvaise qualité, soit parce que finalement la réalité n'est pas telle que les gens le croient. Gilles, on m'alerte que vous utilisez des gros mots. POC, qu'est-ce que c'est? Un POC, c'est, excusez-moi, c'est une preuve de concept, enfin, c'est un terme anglais, proof of concept, excusez-moi, qui vise à dire on a une idée, justement, on va essayer de mettre en œuvre un mini-projet pour prouver que ça marche, en fait, donc sur un échantillon réduit, quoi. Et souvent, un projet data science, il commence avec une idée et il finit avec autre chose. Il finit jamais avec rien. Il finit avec quelque chose, une autre valeur ou avec plusieurs idées. Donc en se disant, tiens, on va optimiser un process logistique et finalement on découvre qu'on peut améliorer la réponse à certains types de clients. C'était pas du tout le point de départ, mais ça a quand même de la valeur pour l'entreprise. Voilà. Bien, merci beaucoup. Avant de clôturer cette table ronde, est-ce que vous voulez terminer, avoir une dernière minute pour clôturer vos propos, vos appels à compétences? Justement, je vais donner un exemple pour marquer les esprits. L'analyse des tickets de caisse dans un supermarché. Prenez ça en tête. La liste des tickets de caisse et les produits qui sont sur le ticket de caisse. Vous voyez, on retombe toujours dans la matrice binaire 1, présent ou pas, du produit dans le ticket. Vous avez ça, vous avez des milliers de clients sur toute la France, etc. Et vous analysez ça, vous dites, qu'est-ce que je peux en faire? Tiens, c'est bizarre. Je me rends compte en analysant ces tickets que tous les gens qui achètent ce produit achètent aussi ce produit-là. Qu'est-ce que je fais concrètement dans mon magasin? Eh ben, je vous dis ce qui se passe. On met les produits les plus éloignés possibles les uns des autres. Comme ça favorise le trajet dans le magasin et ça augmente les achats sur le ticket de caisse parce qu'on va voir, tiens, il y a une promotion, etc. Puisqu'on sait que le client va aller d'un point A à un point B puisqu'on a analysé ça. Je crois qu'on se sent tous concernés là. Oui, non, mais voilà, donc pour vous dire, une des applications du Big Data qui n'est pas du tout scientifique pour le coup. Très bien. Gilles, un dernier mot? Oui, je dirais que le monde du Big Data amène rapidement à celui de l'intelligence artificielle, des algorithmes. Les métiers de demain, c'est peut-être être dresseur d'algorithmes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que en fait, aujourd'hui, c'est une guerre d'algorithmes qui se passe. Donc en fait, vous êtes une entreprise, vous êtes face à des places de marché qui ont des algorithmes, vous êtes face à Google qui a des algorithmes. Pour vous positionner sur le marché, il faut comprendre ces algorithmes, vous battez contre ces algorithmes. Donc les profils des gens qu'on va avoir, pour l'entreprise, il est critique de comprendre ces données, mais aussi comment les algorithmes marchent, la concurrence du marché et les nôtres, c'est vital. Merci. Émilie, un dernier mot pour la fin? Je rejoins mes compères sur ce plateau. Effectivement, aujourd'hui, on va rechercher des gens qui ont cette capacité à appréhender des nouvelles technologies qui sont récentes.
Il y a des évolutions dans les technologies en permanence sur le métier du big data et de l'intelligence artificielle. Donc c'est un métier d'apprentissage. C'est-à-dire que si vous vous lancez dans ce métier-là, vous allez apprendre et apprendre et apprendre. Ouais, Toujours. Donc n'ayez pas peur de vous lancer. je vous ai entendu parler tous un peu de gens curieux, touche à tout, polyvalents, voilà, qui se mettent à la technologie. Eric, un dernier mot pour la fin. Oui, moi j'ai eu la chance de connaître le boom d'Internet aux États-Unis, donc ça ne nous rajeunit pas, mais je suis très content de l'avoir vécu. Et j'ai l'impression que là, il y a de nouveau un espèce de boom lié au big data, lié à des technologies qu'on connaît aujourd'hui, mais qui sont en train d'évoluer, etc. Et je trouve que là, on est dans une période qui est assez sympa pour des jeunes ingénieurs ou des jeunes diplômés ou des gens qui s'intéressent à différents métiers. Voilà, donc vous vivez une révolution. Je crois que c'est Patrick Baldi qui m'avait parlé de ça quand on a préparé. Il y a une vraie révolution et justement, du coup, tous les métiers sont un peu à créer. Donc, écoutez, allez-y, foncez. On les remercie peut-être en les applaudissant. Ça se fait. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à 11h ici même. Alors j'ai déjà des abonnés qui sont là depuis ce matin, donc je compte sur vous les filles dans 10 minutes. Pour répondre à cette épineuse question, les métiers de l'informatique sont-ils faits pour moi? Autrement dit, est-ce qu'une carrière dans l'informatique c'est bien, c'est intéressant, ça me correspond? Voilà, à 11h, donc dans 10 petites minutes. Merci.